Cette semaine à Infomag, nouvelle fonction pour le député de Papineau, Alexandre Iraca. Retour sur le déversement d'eau usée dans la rivière du Lièvre. Et l'Ange gardien réclame encore une meilleure couverture cellulaire. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à Infomag. Le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca, a été nommé président de la Commission des transports et de l'environnement. Cette commission-là servira à discuter des principaux enjeux en lien avec les transports, l'environnement, la faune et les parcs du Québec. M. Iraca a dit qu'il est bien content de relever ce nouveau défi. On l'écoute. Bien, d'abord, j'ai été très honoré de recevoir un appel du premier ministre pour me demander de relever ce défi-là. C'est une promotion pour moi de passer de la vice-présidence des ressources naturelles à la présidence transport-environnement. Écoutez, j'ai été directeur régional du ministère de l'Environnement ici en Outaouais, donc c'est un dossier que je connais très bien. Le transport, c'est un dossier que je tenais très bien aussi, mais je vais agir avec honneur et intégrité dans ce poste-là. Rappelons que le député avait aussi été nommé vice-président de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles en février dernier. Il a cependant quitté ses fonctions pour éviter d'avoir un horaire trop chargé. Il veut assurer cependant les citoyens du comté de Papineau qu'il continuera d'être présent et qu'il mettra tout en œuvre pour réaliser ses engagements. Il nous explique maintenant de quoi il sera question lors de cette commission. Bien, d'abord, pour le transport, il faut savoir que le ministère des Transports est le plus gros donneur d'ouvrages au Québec en termes financiers. Donc, c'est excessivement important de bien étudier les dossiers, les projets de loi qui vont être déposés. Concernant l'environnement, je sais que le ministre de l'Environnement, David Hurtel, va déposer un projet de loi très bientôt à l'Assemblée nationale, qu'on va étudier article par article. Ce sera la refonte de la loi sur la qualité de l'environnement qui existe depuis les années 70. Donc, ce sera un dépôt de loi extrêmement important qui s'en vient dans les prochaines semaines. Plusieurs millions de litres d'eau usée ont été déversés dans la rivière du Lièvre du lundi 24 au mardi 25 octobre dernier. Rappelons que des travaux étaient nécessaires en raison d'un état de corrosion avancé à la station de pompage du quai à Masson-Angers. Selon la ville de Gatineau, toutes les mesures ont été prises afin de réduire les impacts environnementaux. Le déversement a duré environ 28 heures, soit une vingtaine d'heures de moins que prévu. Un barrage a été installé dans la rivière pour retenir les matières flottantes qui ont été ramassées au fur et à mesure par une équipe spécialisée de la région. Bonne nouvelle, une très faible quantité de matière a été récupérée selon la ville. Par ailleurs, des membres de Sentinelle Outaouais se sont déplacés mardi matin afin de voir comment se déroulait le déversement. Selon eux, Gatineau aurait pu faire un meilleur suivi de l'écosystème lors du processus. La ville remercie cependant les citoyens du secteur Boquignan, mais aussi du secteur Masson-Angers pour leur collaboration durant les travaux. La municipalité de l'Ange gardien demande une meilleure couverture Internet et cellulaire aux grandes entreprises de télécommunications. Les élus ont adopté unanimement une résolution à ce sujet lors du dernier conseil municipal. Les principales compagnies interpellées sont Bell, Rogers, TELUS et Vidéotron. C'est que près de la moitié de la population de l'Ange gardien est misérable ou n'est même pas desservie par un réseau. Présentement, il est difficile d'utiliser son cellulaire dans le nord de la municipalité, sur la route 309, dans le secteur du chemin River également et même à la mairie. Depuis une demande semblable en 2014, rien n'a été effectué afin d'améliorer le réseau. Le maire de la municipalité, Roger Goulet, ou plutôt Robert Goulet, oui, ne sent pas que les entreprises de télécommunications sont à l'écoute et croit que la situation devient assez nuisible pour la population. Voici ses commentaires. Oui, on n'a pas senti de changement. Et nous recevons de plus en plus de plaintes d'abord de nos citoyens, compte tenu du fait maintenant que notre municipalité se développe quand même assez rapidement. Les gens réalisent, après s'être installés, que malheureusement, il n'y a pas tout à fait les services qu'ils aimeraient avoir. Il y a des gens qui sont installés depuis un certain temps, mais qui aujourd'hui auraient des besoins, comme des gens qui aimeraient travailler à domicile, mais ne peuvent pas se le permettre parce que les réseaux sont pas appropriés. Et également ceux dont les enfants ont vieilli, puis ils sont rendus à une scolarité plus élevée, puis qu'ils ont besoin de faire de la recherche, ces choses-là. Et encore là, il y a toujours les manques de services. Là.
Cette couverture déficiente du réseau nuit même aux interventions d'urgence sur le territoire de l'Ange-Gardien et met la sécurité des citoyens en péril. Par ailleurs, une copie de la résolution a été transmise au député de Papineau, Alexandre Iraka, ainsi qu'au député fédéral d'Argenteuil-la-Petite-Nation, Stéphane Lauzon. Maintenant, le fondateur de la Caisse populaire de Buckingham, Jean-Charles Robitaille, a été récipiendaire du prix de l'Ordre du mérite coopératif et mutualiste québécois mercredi dernier. La Caisse Desjardins au cœur des Vallées a profité de la semaine de la coopération pour remettre ce prix à l'homme de 93 ans. L'activité se déroulait à l'Hôtel V de Gatineau et a accueilli près de 80 personnes. Des bourses en argent ont été remises à 3 étudiants de la région par la succursale de la Basse-Lièvre. Rappelons que c'est en 1968 que M. Robitaille a réalisé son rêve d'ouvrir une institution financière sur la rue Joseph à Buckingham. Il en a d'ailleurs été gérant durant 25 ans. Le retraité a également été laitier dans la région et s'est impliqué pour le Club Richelieu de Buckingham durant une 50aine d'années. La ville de Gatineau annonce qu'elle met de l'avant une nouvelle structure économique afin de créer un meilleur développement sur son territoire. Lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal, la Ville a fait la présentation d'une nouvelle commission de développement économique qui lui fournira des recommandations sur les stratégies à privilégier. L'objectif de cette nouvelle structure, est de faire la promotion des atouts de la Ville en prenant des initiatives et en offrant des mesures de soutien aux entreprises. 3 outils sont à la disposition des entrepreneurs de la région, soit un secrétariat du développement économique, un service de l'urbanisme et du développement durable, ainsi qu'Investissement et Développement Gatineau, qui offre notamment un service d'accueil à l'ensemble des entreprises. On écoute à ce sujet le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin. Quand on a été élu en début de mandat, on savait qu'on avait un certain nombre de défis à relever en matière économique. On devait consolider notre partenariat entre la Ville et la communauté d'affaires. On voulait améliorer certaines pratiques à l'urbanisme. On voulait aussi clarifier le rôle et le leadership d'un certain nombre d'acteurs, notamment la Ville, le CLD, la Commission économique de la CRE. Et on savait qu'on voulait aussi intensifier nos efforts de promotion de Gatineau et que l'enjeu de diversification économique restait entier. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est la mise en place d'une commission de développement économique. Son objectif, c'est de rassembler la communauté d'affaires pour proposer des orientations stratégiques au conseil municipal. On annonce aussi la mise en place d'un secrétariat au développement économique. On va vous présenter la nouvelle directrice, dont l'objectif va être de s'assurer de la cohérence de nos actions en matière économique, épauler la commission dans ses travaux et aussi accompagner les entrepreneurs dans la recherche de terrain. La commission scolaire au cœur des Vallées organise un premier colloque au sujet des élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation. L'événement aura lieu à la salle Desjardins de Buckingham le vendredi 11 novembre de 16h30 à 21h. Des kiosques d'information sur les différents services éducatifs et les organismes communautaires seront sur place et le conférencier Martin Lajeunesse, à ne pas confondre avec le conseiller de Buckingham. Donc, Martin Lajeunesse sera sur place pour discuter du sujet. Cette partie de l'événement est gratuite et ouverte au public. Le chanteur Dan Bigra viendra ensuite offrir une conférence au sujet du TDAH, en plus de chanter sur scène accompagné des 45 musiciens de l'harmonie contretemps de l'école secondaire Hormidas Gamelin. Les billets sont offerts au coût de 25 $. Tous les profits amassés seront versés à la Fondation de la réussite éducative. On écoute le commissaire parent de la CSCV, Stéphane Mongeon. Il nous parle des troubles d'apprentissage en éducation et vous fait son invitation à l'activité. Je n'ai pas de chiffres précis, mais je sais que tous les enfants ont un plan d'intervention. Ceux qui souffrent de différents handicaps ou difficultés d'apprentissage ont un plan d'intervention et ça revient à peu près un enfant sur 3 dans la commission scolaire. L'activité pour le 11 novembre en soirée est disponible à la salle Estacade, la salle Desjardins pour l'Estacade. Bien sûr, il y a l'adresse Internet. On est habitué dans la région. On y va un petit coup de téléphone, tout ça. C'est une première. Madame Josée Bouchard de la Fédération des commissions scolaires se déplace pour pouvoir nous appuyer là-dedans. C'est le présidente d'honneur. C'est une première pour la commission scolaire. On mise là-dessus. On travaille déjà pour l'an 2. Intéressant. Salle Desjardins, 11 novembre. On vous attend. Par ailleurs, la CSCV termine son année scolaire 2015-2016 avec un léger surplus d'un peu plus de 200 000 $.
Selon le président de la commission scolaire, Éric Antoine, eh bien, ce surplus est dû à une bonne gestion des finances. Il est question notamment d'une meilleure gestion de la suppléance, de la consommation énergétique, ainsi que de la demande pour les vacances et les congés de maladie. Ce montant sera affecté à la réduction de l'endettement de la CSCV qui sera diminué presque de moitié. On écoute M. Antoine à ce sujet. Avant que l'année commence, cette année, on était à 448 000 d'endettement continuel. Là. Et puis maintenant, si on l'applique, on tombe à 244 000. Là. On est encore un léger déficit à long terme, mais ça fait du bien. On s'approche de plus en plus de l'objectif du zéro et puis on n'est plus en redressement financier, donc c'est des bonnes nouvelles. Le président tient à mettre en lumière la participation active de tout le personnel et souligne que les services aux élèves sont restés à la hauteur malgré ce surplus. Rappelons que le budget total de la commission scolaire pour l'année en cours est chiffré à 73,5 millions de dollars. Un Gatinois lance officiellement sur le marché un nouvel appareil d'exercice, le Power Compact Gym. Après plus de 15 ans d'investissement dans la recherche et le développement, Serge Dupuis a inventé une machine à exercice compacte et ajustable qui permet de réaliser une soixantaine d'exercices différents. Chose intéressante, l'appareil est produit ici en Outaouais, plus particulièrement à l'Ange Gardien. Le Power Compact Gym permet aux débutants et aussi aux mordus du fitness de travailler les abdominaux, les biceps, le bassin et le dos notamment. Autant les hommes que les femmes peuvent utiliser l'exerciceur. Il est même possible également de personnaliser les entraînements avec plusieurs angles et niveaux de difficulté. M. Dupuis était de passage à l'émission Le Show du câble le vendredi dernier. Voici un extrait de l'entrevue qu'il a accordée à Martin Perrault. On l'écoute. Une idée m'est venue pour dire, OK, je vais essayer de bâtir moi-même une machine d'exercice basée sur des concepts où on devrait faire plus qu'un exercice par machine. Et puis, ça serait compact, assez compact pour être capable d'être serré en dessous d'un lit et puis qui serait quand même relativement facile à produire. Il est construit localement. J'en ai fait une première production là, il y a quelques mois. Et puis, c'est fièrement produit ici même à Gatineau. Je vous dirais qu'en 2017, comme ça, j'ai des objectifs assez raisonnables là, pour le Power Compact Gym, car on peut juste aller une chose à la fois, d'après moi, sans trop sauter d'étapes. Mais je vous dirais que comme objectif, j'aurais à peu près 500 Power Compact Gym comme objectif de vente en 2017. Pour avoir plus d'informations sur ce tout nouvel exerciceur-là, eh bien, on vous invite à visiter le site web powercompactgym.com. Alors voilà pour votre actualité locale. Voici à l'instant la chronique culturelle avec Jessie Laflamme. Jessie Laflamme, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Mais ça va peut-être un peu moins bien, du côté de Buckingham en fête. Bilan du 25e, assez difficile. Très difficile même. Ils n'ont vraiment pas été chanceux avec la pluie qui n'a pas arrêté pendant les 3 jours. Vraiment, ils s'attendaient peut-être à ce que ça pouvait arriver, mais pas 3 jours consécutifs et surtout pas le déluge qu'on a eu. Malheureusement, 2 activités ont dû être annulées, dont l'Halloween au village qui habituellement attire 4000 enfants pareil par année. Cette année, bien, ça a été annulé. Et en plus, on a la Marche des zombies qui était une nouvelle initiative qui a été annulée aussi. Mais heureusement, on a quand même Stéphanie Saint-Jean qui a attiré la foule. Les gens ont bravé la pluie, se sont déplacés sous le chapiteau chauffé pour voir la grande gagnante de la voix qui vient de Buckingham. Et on a justement le directeur général du Carrefour culturel Estacade, Hugo Parisien, qui nous parle du spectacle de Stéphanie et qui dresse également un portrait de l'événement. On peut l'entendre. Le couronnement de Stéphanie Saint-Jean, je dirais qu'il a expliqué une grande partie des présences à Buckingham en fête. Les gens étaient prêts à venir voir Stéphanie. Si jamais j'ai quelque chose à retenir au nom de l'équipe qui a mis un sourire à tous, c'est de faire en sorte que pour la première fois pour Buckingham en fête, on accueillait des gens de Buckingham sur cette scène-là. Et ça, je pense que les gens, malgré tout, étaient en partie au rendez-vous. C'est évident que la pluie affecte les présences. C'est pas tout le monde qui veut se déplacer, même si le chapiteau est
réchauffer. Juste le fait de s'y rendre dans une pluie diluvienne, c'est assez particulier, mais ça a été notre coup de cœur de la fin de semaine. C'est évident, bref, qu'il va falloir se questionner sur la suite des choses parce que ça fait plusieurs années que Buckingham en Fête a des coups qui sont peut-être un peu difficiles et il va donc falloir regarder l'avenir avec un regard plus administratif qu'émotif. Mais d'un autre côté, il faut prendre des décisions qui sont rationnelles dans le but d'avoir une fête ici, mais de permettre à tous de passer au travers, disons-le comme ça. Maintenant, JC, on parle d'une grande visite qui va se dérouler à la librairie Rosemary de Buckingham, mais c'est un romancier que j'adore, Patrick Sénécal. Oui, Patrick Sénécal, auteur d'épouvante, d'horreur, très reconnu au Québec. Plusieurs œuvres à son actif, dont Hells.com, 51-50 rue des Ormes, Les 7 jours du Talion. Certains ont déjà été en cinéma, ont été transférés en film. Et il sera à la librairie Rosemary le 12 novembre de midi à 14 h. C'est dans le cadre de la tournée provinciale des auteurs Ce Fonds libraire. En fait, l'Association des libraires du Québec et le Conseil des arts du Canada envoient des auteurs dans certaines librairies du Québec pour mousser ce métier, le faire connaître. Et c'est une surprise donc pour Daniel Bouladier de Buckingham, de la librairie Rosemary, de recevoir Patrick Sénécal. Évidemment, ils sont très heureux. Et donc, M. Sénécal sera là pour faire des séances de dédicaces et également suggérer des livres aux lecteurs. Évidemment, il va suggérer les siens, mais aussi avec Mme Bouladier, ils se sont entendus pour une liste de lecture. Et c'est un événement qui est gratuit, mais on recommande aux gens d'arriver assez tôt car ça risque d'être une activité très populaire. Et l'année passée, c'était Claudia Larochelle qui était là. Et cette année, les gens auront la chance de voir Patrick Sénécal. Buckingham Buzz Jazz, ça commence ce vendredi. Oui, ça commence. En fait, c'est samedi. C'est le 29 octobre. Samedi. Et oui, c'est plutôt samedi, mais habituellement, c'est le vendredi. Et donc, une trentaine de musiciens feront vibrer le Café des artistes de la Lièvre pendant tout le mois de novembre. Et ça commence le 29 octobre avec un hommage à Billie Holiday. Et le coût du billet pour vendredi est de 20 $, mais pour tous les autres vendredis, on aura 2 spectacles par soir et le coût du billet est de 15 $. On aura par exemple Coupa Joe, Saint-Gars une fille, Florchestra. Et étant donné que les places sont limitées, c'est mieux de réserver au 819-281-1987. On rappelle, c'est pas vendredi, mais bien samedi, oui, le 29 octobre. Le 29 oui. octobre. Bon, ce sera l'occasion de découvrir des artistes en art visuel du côté du Café des artistes de la Lièvre. Oui, parce que chaque mois, on a des artistes qui exposent à cet endroit. Et ce mois-ci, c'était Sergine Pouliot pour le mois d'octobre. Donc, ça finit bientôt, il reste peu de jours. Sergine Pouliot est inspirée par les fleurs et les paysages. C'est une femme retraitée qui partage, qui fait de son comme passe-temps de l'aquarelle et des faux vitraux. Donc, c'est possible de les voir jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, c'est Diane Desjardins-Watson qui va prendre la relève. C'est une retraitée, elle aussi, de l'enseignement depuis 5 ans, qui se consacre, elle aussi, aux faux vitraux. Elle habite à l'Ange Gardien depuis 24 ans. Et pour elle, elle aime jouer avec les couleurs comme le vent joue avec le cerf-volant. Et elle n'hésite pas à jumeler différents médiums, différentes techniques pour donner des œuvres différentes et créatives. Une autre artiste en art visuel, Diane Fontaine, et son exposition se poursuit à sa galerie. Se déroule à sa galerie, c'est 8 artistes professionnels qui se sont unis sous le thème de la sensibilité. Madame Fontaine a choisi ses artistes en fonction des émotions qu'ils mettent dans leurs œuvres. Donc, c'est 8 médiums très différents. On y va du plus classique au contemporain. Et ça se déroule du mercredi au vendredi de 11 h à 18 h. Et la galerie Fontaine est située au 533 avenue de Buckingham. Et en terminant, une histoire du moins touchante. Bon, oui. C'est 3 humoristes qui vont faire preuve de générosité ce vendredi. Oui, en fait, Tiffany Turgeon-Taylor et sa sœur Jessica ont un petit frère qui est né avec une malformation cardiaque. Il est maintenant âgé de 6 ans et les médecins de Toronto et d'Ottawa viennent d'annoncer à la famille qu'il n'y a plus rien à faire pour l'enfant. Et les 2 sœurs n'acceptent pas du tout ce verdict, ont décidé de se tourner vers les États-Unis pour offrir des soins à leur frère. Mais évidemment, ça coûte très cher. Elles ont donc décidé d'organiser un spectacle bénéfice. Elles ont fait appel à Pierre Hébert, qui a accepté d'emblée, a été très touché par la cause, étant lui-même parent de 2 enfants. Et étant donné qu'il a la chance, en plus de pratiquer le métier qu'il aime, se disait que pour lui, c'est pas grand-chose d'aller donner un spectacle comme ça pour aider un enfant malade.
Et ce n'est pas un spectacle officiel, ça va être des extraits de son spectacle qui est présentement en rodage. Et il sera accompagné de son ami Philippe Laprise et de Martin Vachon. Les 3 hommes vont faire en fait 30 minutes de spectacle. Ça se déroule vendredi, le coût du billet est de 30 $. C'est mieux de réserver parce que les billets s'envolent quand même assez vite. Ça se déroule à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau de Papineauville et il faut réserver au 819-921-0897. Donc, c'est un rendez-vous pour un spectacle pour une bonne cause, il faut le dire. Merci, Jessie, pour ce survol de l'actualité culturelle. Merci à toi. On se retrouve dans 2 semaines. Certain. Voici à l'instant les sports avec François Croteau. François Croteau, bonjour. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça marche. Comment ça fait froid à l'extérieur? Oh oui, que ça s'en vient. Hein? Prêt pour l'hiver? Non, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir tranquillement. Retour sur la 8e édition du Challenge de curling de Gatineau. Tu nous en parles? Oui, effectivement. On sait que dimanche après-midi, c'était la présentation des 2 finales du côté de la classe élite et de la classe ouverte. En classe élite, c'est l'équipe de John Epping qui a remporté les grands honneurs. C'était sa première victoire ici à Gatineau. L'équipe était composée naturellement de John Epping, de Matthew Cam, de Craig Saville et de Tim March. Ils l'ont apporté quand même de justesse en finale, là, un match très serré. Ça s'est terminé par un pointage de 4-3. Dans le volet ouvert à tous, c'est une équipe montréalaise qui l'a emporté, composée d'Adam Freilich, Arik Krazik, Gabriel Kempinich et Jeff Lutz. Alors, c'est eux là, qui ont remporté ça. Du côté, on avait aussi des joueurs locaux. Il n'y a personne qui s'est présenté dans les rondes éliminatoires, mais il y a quand même l'équipe Biron qui a terminé le tournoi avec une fiche de 2 victoires, 2 défaites. Celle de Mario Deschâtelet était un peu moins chanceuse. Ils n'ont pas pu emporter la victoire. Et aussi, du côté élite, on regardait beaucoup le quatuor de Jean-Michel Ménard. Lui, il n'a pas pu se qualifier non plus pour les rondes finales, mais il avait quand même une fiche de 4 victoires et 3 défaites. Et votre TVC en a profité pour rencontrer le coordonnateur de l'événement, M. Fagui, qui nous dresse le bilan de la fin de semaine. Je pense qu'on n'a pas fait le bilan final, mais je pense que ça a été quand même un succès encore cette année. Je suis étonné à chaque année. Je suis impliqué depuis la première édition du Challenge. Puis après 8 ans, je peux dire que à chaque année, les bénévoles, que ce soit les bénévoles, les partenaires, tout le monde s'implique à 100 %. Puis je suis très fier de ce qu'on a accompli encore cette année. Et maintenant, au football, François, les Tigres juvéniles affrontent du Versant en demi-finale. Oui, effectivement, c'est le début de la vraie saison, là, comme on se plaît à l'appeler. C'est le début des éliminatoires du côté du juvénile. Vous savez qu'ils ont complété la saison avec une fiche de 7 victoires, aucune défaite. Ils affrontent vendredi soir à 19h30, ici même au complexe de Hormidas-Gamelin. Et c'est contre les représentants du Versant. Écoutez, c'est sûr que les Tigres partent favoris. Mais à ce temps-ci de l'année, il faut quand même faire attention à la température parce que là, des fois, c'est des conditions difficiles. Dans le moment, on prévoit une journée environ 6 degrés. Naturellement, à 19h30 le soir, là, la température va être un peu plus basse. Ce qui va faire la différence, c'est l'attaque au sol. Alors, et les revirements, parce qu'on sait que le ballon peut être un peu plus mouillé à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est ça qui est à surveiller. Du côté des cadets, eux également vont jouer vendredi soir à compter de 17h30, toujours au terrain de l'école. Et c'est contre les représentants de Saint-Alexandre. Un beau programme double en vue vendredi soir du côté de l'école Hormidas-Gamelin. Juste rappeler, François, que l'émission Le Toucher des Tigres de la TVC va diffuser le match des Tigres contre du Versant, donc c'est à ne pas manquer sur nos ondes. Les Griffons, en quart de finale samedi. Oui, on sait que cette année, c'était leur première saison en Division 2. Ils ont terminé la saison avec une fiche de 6 victoires et 3 défaites, donc c'est excellent. Et ils ont l'avantage du terrain pour le match de quart de finale qui va se disputer samedi à 13h sur le terrain de Luco. C'est contre les représentants de Édouard Montpetit. Alors là, en fin de semaine, il y a quand même une belle brochette de parties de football.
On parle de hockey maintenant, François. 2 autres défaites pour les Flames. Oui, effectivement. Vendredi soir, les Flames étaient du côté de Terrebonne. Ils se sont fait ramasser par le pointage de 15-3. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur un match comme ça. Dimanche, ils étaient de retour au centre sportif. C'était Valleyfield qui s'amenait. Quand même une bonne équipe. L'équipe a fait une meilleure figure. Ils ont subi une défaite de 8-4. Toutefois, qu'est-ce qui arrive là? Moi, il y a 2 jeux que je retiens. Puis ça donne un peu le portrait là, des problèmes des Flames à l'heure actuelle. C'est qu'on n'est pas capable de faire le bon jeu. À un moment donné, j'ai vu un joueur qui est arrivé, il restait peut-être 1,5 pied à franchir avant d'arriver à la ligne rouge. Il a créé un revirement. Et puis là, l'autre équipe est rentrée dans la zone et ils ont compté. S'il envoie la rondelle dans le fond, bien, ce jeu-là n'arrive pas. Avantage numérique, la rondelle s'en va au défenseur, il perd l'équilibre. Et puis Valleyfield se sauve à un échappé 2 contre 0 pour compter un but. Alors, on voit des jeux comme ça, bien ça fait mal au moral. Puis c'est ça qu'il va falloir éliminer du côté des Tigres. Il n'y a pas de partie en fin de semaine au centre sportif. Ils sont sur la route. Vendredi soir, du côté de Saint-Léonard. Dimanche après-midi, à Princeville. Ça, c'est l'équipe en 4e place. Ça prend absolument une victoire là. Sinon, bien, je pense que la saison, là, on va avoir de la misère. Et au hockey mineur, tu nous parles des voisins de Papineauville. Oui, rapidement, je vous donne les classements. Dans la tombe 2A, l'équipe, ça va pas tellement bien dans le moment. Ils n'ont pas de victoire encore en 3 sorties. Puis oui, 2B, une belle fiche de 4 victoires, 1 défaite. Ils occupent le 3e rang. Du côté du Bantam 2A, une fiche de 1, 4 et 1. Ça les place 4e. Midget 3A, une fiche nulle, c'est-à-dire 3 victoires, 3 défaites et un match nul. Ils sont en 3e place. On y reviendra pendant la saison. Et chose intéressante, François, il y a une exposition en ce moment sur la boxe et ça se déroule du côté du Musée des sports de Gatineau. Oui, effectivement. Puis le Musée des sports de Gatineau, il ne faut pas confondre, ce n'est pas dans le Musée canadien des sports. C'est sur le boulevard Sacré-Cœur, 115 boulevard Sacré-Cœur, dans le secteur de Hull. Et naturellement, quand on parle d'une exposition de boxe en Outaouais, il y a un nom qui nous vient en mémoire. Ils vont parler de la carrière de Gaëtan Hart, originaire de Buckingham, mais ils vont aussi souligner des exploits d'autres boxeurs tels que messieurs Corneau, Talmos et Huneau. Et si vous voulez y aller, écoutez, oui, c'est ouvert le jour, mais le vendredi, c'est ouvert de 14h à 20h. Et il y a même possibilité d'organiser des visites de groupe. Il s'agit de téléphoner au 819-351-3418. Ça vaut la peine d'être vu. Puis surtout là, on s'en va vers le froid, vers des journées maussades. Une belle idée de sortie en groupe. Bien, c'est super. Merci, François, pour les sports et on se retrouve la semaine prochaine. Absolument. Alors voilà, en terminant, on vous annonce qu'il y a une activité de l'Halloween qui se déroule du côté de Chamboisé, dans la municipalité de l'Ange-Gardien. C'est le Carrefour culturel Estacade qui organise cet événement-là. Donc, à ne pas manquer, ça commence à 17h lundi prochain. Donc, c'est la fin de InfoMag aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir.